On poursuit avec quelque chose je pense, de fort sympathique. Ça fait 3 ans que je le contactais pour qu'il vienne faire un tour à Québec. J'imagine qu'on est plusieurs ici à l'avoir suivi à la télévision. Il y a une bonne présence sur les réseaux sociaux. C'est un des meilleurs pâtissiers, je pense, qu'on a à Québec, Montréal, au Québec, bref. Et qu'on connaît, on va applaudir Patrice Demers. Je suis super content que tu sois là, Patrice. Bien, je suis content d'être là aussi, finalement. Finalement. Après un nombre d'échanges emails. Mais c'est pas que je voulais pas venir, là. C'est juste que l'horaire Aucun est doute difficile. là-dessus, aucun doute. Même aujourd'hui, c'est un peu compliqué, donc... C'est vraiment un in-and-out aujourd'hui. Oui, un petit croche, 2 heures de croche pour, ça fait bien, ouais. pour 500 personnes. Écoute, je pense qu'on est plusieurs ici qui te suivent un peu l'aventure. 3 bouquins, je pense. Oui, 3 livres déjà, 5 saisons d'émissions. La 5e va être en janvier seulement l'an prochain. Et une nouvelle boutique. Et en plus, un parcours, il y avait le Newtown, tu as travaillé au 400 coups. Au 400 coups, oui. Depuis, ça fait 15 ans que je fais donc uniquement de la restauration, toujours de la pâtisserie en restaurant. Jusqu'ici, ça avait toujours été vraiment mon intérêt principal, ce qui me branchait le plus, le service de restaurant. Mais là, après 15 ans, en effet, j'avais le goût d'un nouveau défi et l'idée est venue d'ouvrir mon endroit, ma place. Donc, ce qu'on a fait il y a 1 mois et demi. Dans le fond, de ce que j'ai pu voir, oui, on parle de pâtisserie, mais ça a l'air beaucoup plus complet. Là. C'est un concept on a essayé de rejoindre tous nos intérêts. Donc, durant le jour, c'est une boutique. On est ouvert 6 jours semaine. On est fermé le lundi. Donc, c'est une boutique où on peut venir acheter, on peut venir prendre un café. On a une trentaine de places assises quand même. On a du bon café, des desserts. Donc, durant le jour, on peut venir sur place pour manger ou pour emporter aussi à la maison. Partir dans une sympathique petite boîte avec nos desserts. Et le midi, durant la semaine, on a un petit menu lunch, vraiment simple, sandwich, soupe, salade, mais fait avec des produits frais. Et 3 soirs semaine, il y a un côté bar à vin, bar à dessert, qui ça aussi était super important pour moi, parce que j'avais le goût de faire de la boutique, mais j'avais pas le goût d'arrêter de faire du dessert de restaurant. Et dans une boutique, c'est difficile de combiner les deux. Donc, 3 soirs semaine, du jeudi au samedi, on se transforme en bar à vin le soir, avec un menu salé, dont je m'occupe aussi, parce que les gens savent moins, mais j'ai une formation de cuisinier aussi à la base. Partout où je travaillais, mais j'ai travaillé pendant 7 ans avec Marc-André Jeté, au 400 coups, au Lalou, au Newtown. On est comme 2 frères, on travaillait vraiment en duo. Je me suis toujours beaucoup impliqué dans le salé, mais les gens le savaient juste moins. C'est pas quelque chose qu'on communiquait nécessairement. Mais là, j'avais le goût de faire vraiment mon menu salé aussi. Donc, c'est moi qui m'occupe de la partie salée le soir. On a 9 entrées environ, vraiment formule bar à vin. On peut soit partager ou commander des fromages, des desserts à l'assiette, dégustation de desserts pour ceux qui veulent. Donc, on peut venir juste manger un fromage, un dessert en fin de soirée, comme on peut venir passer la soirée entière. Donc, avec tout ça, je pense que tout le monde, on se demande, tu dors-tu? Pas vraiment pour l'instant. Là, ça fait 1 mois et demi qu'on est ouvert, puis ce lundi, j'ai finalement eu ma première journée de congé. Les journées sont assez longues parce que le matin, on ouvre à 9h30. Donc, ça, mon sous-chef rentre vers 6h. Moi, je suis là vers 7h. On ferme à 6h30, donc on quitte jamais avant 8h. Puis les soirs, mais comme ce soir, quand on est ouvert pour le côté bar à vin, mais on est là jusqu'à minuit facilement. Donc, ça fait des bonnes semaines, mais j'ai la chance de travailler avec ma blonde, Marie-Josée, qui est la sommelière, qui s'occupe de la boutique. Donc, au moins, on peut se voir au travail. Hein? Puis, peut-être un dernier détail là-dessus, je pense que j'avais vu passer qu'il y a des cours qui se donnent en même temps. Oui, c'est vrai. Ouais, on trouvait qu'il y avait un peu de trou dans notre horaire. Donc, le mardi soir, on donne des cours. Donc, on a une salle, une sympathique salle dans la pâtisserie. C'est un grand local, c'est un club vidéo. Donc, 3000 pieds carrés presque. On a fait la partie boutique à l'avant, avec les 30 places assises. Puis, on a une belle cuisine qui est un peu vitrée sur la salle, donc les gens peuvent nous voir travailler. Et on a aussi, donc, en effet, une salle de cours
pour asseoir 12 personnes. C'est des cours théoriques. Donc, il y a juste moi qui travaille. Les gens regardent, peuvent se lever, venir en cuisine avec moi, regarder ce qui se passe et dégustent les desserts à mesure. À toutes les semaines, il y a une thématique différente. La première semaine, c'était dessert à l'érable. Cette semaine, c'était chocolat. Et il y aura des cours de sommellerie aussi, donc on alterne. Et ça va super bien, les cours, là. Cool. Excellent, ça. Donc, aujourd'hui, pour ta présence, vers quoi qu'on va se diriger? Bien, deux choses. Un dessert de la boutique, puis un autre dessert qui est version... On va faire en deux versions. Une version boutique, puis une version resto. Donc, je pense qu'on va commencer avec le dessert que vous allez pouvoir déguster. Donc, il y a plein de choses que j'avais jamais eu la chance de faire en restaurant parce que ça marchait moins dans l'esprit d'un resto, d'une cuisine plus moderne. Et là, j'avais vraiment le goût de m'attaquer à certains classiques de la pâtisserie, comme la pâte à choux. C'est quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt. Présentement, il y a un regain en France, à Paris. C'est la folie des choux, des éclairs. Il y a des boutiques vraiment monoproduits qui vont servir juste des éclairs, juste des choux. Et j'avais le goût d'avoir un chou à la boutique. Mais je suis souvent déçu quand je mange des choux. Ils n'ont jamais une forme. Oui, aussi des fois visuellement, ils sont décevants. Espérons qu'aujourd'hui, on a des bénévoles qui ont travaillé fort derrière quand même, là. Mais souvent, au niveau de la texture, les choux souvent ne sont pas frais du jour. Malgré, je dois vous avouer, aujourd'hui, le chou que vous allez manger a été cuit hier soir. Je suis désolé, ça n'arrive pas à la boutique, mais je n'ai pas eu le choix pour que vous puissiez tout avoir votre petit chou. Donc, on fait un gros chou à la boutique. Le matin, on cuit tous nos choux pour qu'ils soient frais du jour. Mais on en met juste un dans la vitrine. J'ai toujours cherché dans la boutique, justement, à amener mon expérience de restauration, de voir comment la manière que je pensais dans une cuisine de resto, l'amener un peu à la boutique. Donc, on farcit les choux à la commande. Donc, quand quelqu'un commande un chou, mais il est pointé à la caisse. Nous, on reçoit un bon en cuisine, comme dans un resto. Et là, nos choux sont cuits et on le farcit. Présentement, on le farcit avec un crémeux chocolat Baïbé. C'est un nouveau produit de Valrhona. C'est un chocolat au lait, mais à 46 %, ce qui est assez inhabituel pour un chocolat lacté. Déjà, Valrhona avait un chocolat à 40 %, le Jivara, qui était délicieux. Mais là, à 40 %, on a une préance de cacaoté qui est vraiment là en bouche, qui est surprenante pour un chocolat au lait. Donc, c'est pas trop sucré. Donc, on fait un crémeux au fond. Donc, c'est une crème anglaise qu'on émulsionne avec le chocolat. On va en monter un tant qu'à Il va-tu te manquer un KitchenAid? Non, c'est bon, j'ai déjà de la crème de... Oui. Donc, les choux, c'est une pâte à choux classique que moi, je fais avec du moitié lait, moitié eau. On met du beurre, du sel, un peu de sucre. On dessèche légèrement. On les poche. Petit truc qu'on a trouvé, on a fait plein de tests au début pour savoir comment on arriverait à produire nos choux qui soient frais à tous les jours, qui soient réguliers en forme. On a trouvé qu'il est préférable de congeler la pâte crue avant de la cuire, mais de la laisser dégeler avant de la cuire. Ça peut paraître compliqué, mais on a fait tous les tests possibles. On a pris la pâte fraîchement faite, qu'on a pochée pour cuire. On a pris de la pâte qu'on avait dressée, mis au congélateur. J'avais déjà eu ça dans les livres, qu'on pouvait cuire les choux congelés. On l'a essayé. Et les plus beaux résultats, finalement, c'est de la pâte qu'on a dressée, qu'on a mis au congélo. Ensuite, on les conserve dans des boîtes hermétiques. À tous les jours, on sort des choux, on les met sur plaque, on les laisse dégeler. Et c'est là vraiment qu'on a un chou qui va bien développer, mais pas trop non plus. Et l'autre petit truc, mais ça, je ne suis pas seul à le faire pour ça, c'est le craquelin qu'on a déposé sur le dessus. Vous allez voir, il y a comme une petite croûte de sucre sur le chou. Ça, c'est un mélange de plus ou moins en quantité égale de beurre, de cassonade et de farine. Donc, on mélange tout au robot. On étale ça très, très fin, comme une pâte sablée, vraiment là, à moins d'1 centimètre. On coupe à l'emporte-pièce lorsque c'est froid. Comme il y a beaucoup de beurre, c'est vraiment rigide. Et là, on dépose les petits disques de craquelin sur les choux qui ne sont pas encore cuits et on enfourne. Donc, à la cuisson, la petite pâte sucrée fond sur le chou et ça donne cette petite croûte-là qui est super agréable. Donc, on va couper le dessus. Donc, quand on reçoit une commande, ça ressemble à ça. On coupe notre dessus. On a notre crémeux chocolat, donc qui est notre crème anglaise qu'on a émulsionné avec le chocolat Baïbé, qu'on va déposer au fond. D'habitude, ce qu'on fait aussi pour avoir un dessus qui est parfaitement rond, avec un emporte-pièce, on vient couper un peu, juste pour enlever la bordure. Comme ça, on a quelque chose de super net. Ensuite, dans lui que vous allez déguster aujourd'hui, il est miniature.
J'ai pensé pendant quelques secondes à essayer de mettre de la compote de banane, mais on a lâché prise. On s'est dit, OK, 4 éléments dans un petit chou, c'est impossible. Mais habituellement, à ce moment-ci, on met de la compote de banane. Donc, banane qu'on a fait compoter avec un peu de cassonade, jus de citron. C'est tout simple. Ensuite, les petits cubes de praliné croustillant. Donc, du praliné noisette qu'on mélange avec un peu de chocolat au lait. De la feuilletine. Donc, c'est des petites crêpes croustillantes. Fleurs de sel, zeste de citron. Donc, on fait une pâte comme ça. On l'étale encore, pas trop fine cette fois-ci. On laisse refroidir, on coupe en cubes. Ça nous fait des petits cubes croustillants vraiment agréables qu'on vient enfoncer dans notre chou avec les bananes. On met environ 3 petits cubes. Et finalement, on a la chantilly caramel. Mais ça, je pense qu'on va la faire, la chantilly. Donc, on va travailler un peu. Je vais prendre 2 casseroles. Est-ce qu'on en a? C'est parfait, ça. Crème 35, on a environ 2 tasses. On va chauffer la crème. On va infuser notre crème avec la vanille. Donc, j'ai une gousse de vanille. Et on met du sel habituellement. Donc, je dirais presque une demi-cuillère à thé de sel quand même dans notre crème. Pour ça. Mais ce qu'on va faire une chantilly au caramel. Donc, on sait, sel, caramel, combinaison gagnante. On va venir couper la vanille. Moi, ce que j'ai remarqué au niveau des recettes que tu effectues, au niveau de ta pâtisserie, c'est très authentique à ton dernier livre qui est sorti. Comme le petit chou, c'est la même chose qui se retrouve dans ton livre. Oui, vraiment, c'est des classiques, c'est des choses simples, mais le secret de la pâtisserie, c'est la fraîcheur. Donc, c'est pas compliqué de faire des desserts, mais chaque élément est frais fait. Si le chou est frais du jour, si la crème est fraîche, si la qualité des ingrédients, c'est ce qui fait toute la différence. C'est même dans les détails qu'on voit la différence entre un bon dessert et, je pense, un très, très bon dessert. Dans une autre casserole, donc ça, on fait juste chauffer crème, vanille ensemble avec le sel. Dans une autre casserole, cassonade. Là, on a 100 grammes de cassonade. La cassonade, c'est génial pour faire des caramels. C'est plus simple. S'il y en a qui ont peur de faire des caramels à la maison, qui ont peur de le rater, la cassonade, naturellement, est un peu plus humide que le sucre. Donc, on peut la mettre tout d'un coup comme ça, partir notre feu, et on peut brasser tout de suite, et la cassonade va commencer à fondre. Et lorsqu'elle est pas mal toute fondue, elle est déjà caramélisée. Ça va assez vite. Et une fois que ça va être fondu et caramélisé, on va venir ajouter notre crème chaude. Donc, on va décuire la cassonade, caramélisée avec la crème. On va rajouter un peu de gélatine, juste pour stabiliser. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça va nous aider à refouetter la crème par la suite. Donc, environ 2 feuilles pour cette quantité-là de crème. On fait chauffer le tout. Souvent, le caramel va avoir tendance à durcir un peu lorsqu'on va ajouter le liquide. Et une fois que le caramel est bien fondu, on fait refroidir notre base de chantilly. Préférable de le faire la veille, laisser une nuit au frigo. Et là, la crème va avoir le temps d'épaissir avec la gélatine. Et là, on va pouvoir la refouetter. Et ça fait une crème caramel qui a vraiment une chantilly caramel qui a une super belle texture. Là, on voit que notre cassonade commence à fondre ici. Ça va assez rapidement. On peut le brasser, il n'y a pas de problème que ça cristallise. Tu fais-tu quand même des caramels classiques avec le sucre blanc ou vraiment là, c'est cassonade? Oui, souvent, oui. Mais dans ce cas-ci, la cassonade va amener un petit goût de mélasse qui est vraiment intéressant, qui rappelle plus, je dirais, le côté butterscotch un peu là, dans la chantilly. En même temps, je tiens à dire qu'on parlait de chocolat Valrhona. S'il y en a qui ont peut-être envie de se gâter encore là, c'est un hasard, mais on a un exposant justement qui est Valrhona qui sont présents avec nous, si jamais l'envie de chocolat vous tente. Donc, on voit que ça commence à fumer, ça commence aussi à fondre. Donc, on écrase simplement la cassonade au fond de la casserole. Ma crème, comme est fumante, je vais l'arrêter. C'est vraiment juste pour la réchauffer. Oui, on veut pas juste gros pour bouillon. éviter un trop gros choc thermique. Donc, si on met de la crème froide dans notre sucre caramélisé, on risque vraiment d'avoir des éclaboussures, ça pourrait être dangereux.
Donc, comme ça, on évite le choc thermique. On voit tout d'un coup, ça se met à fondre. On attend qu'il y ait vraiment plus de grumeaux de sucre. Et là, on voit que ça blanchit un peu à la surface aussi. Ça, c'est le signe qu'on a vraiment une bonne caramélisation. On ne voit pas très bien, par contre, sur l'image, mais faites-moi confiance. J'arrête le feu. J'ajoute un peu de crème chaude. Et on ajoute le reste. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est redonner un bon bouillon, s'assurer que toute notre caramel fonde bien. Et ensuite, on peut refroidir. Moi, je refroidis sur glace, donc dans un cul de poule, sur un autre bol avec de l'eau glacée. Et ensuite, c'est préférablement une nuit au frigo. Une fois fouetté, ça nous donne une texture qui est vraiment super onctueuse, qui va bien se tenir. Donc, même si on la fouette un peu d'avance, on peut la garder une journée facilement dans la poche. Elle ne va pas retomber. Et là, on vient dresser sur notre chou la chantilly caramel. Ça a l'air dégueulasse. Et ça ressemble à ça. Donc, c'est simple, mais je pense que c'est quand même gourmand comme dessert. On est sur des bases classiques, mais vraiment on a tenté de s'amuser avec des saveurs aussi qui étaient très réconfortantes, je pense. Chocolat, banane, caramel, praliné. Donc, sûrement au printemps, on va sortir une deuxième saveur de chou, plus fruitée pour le printemps. Très beau. Vous y avez goûté, je pense? Oh. On avait une petite question. Non, dessécher la pâte à choux. Donc, en étape, on fait chauffer, donc dans ce cas-ci, du lait, de l'eau, ensemble, avec un peu de sucre, un peu de sel, et le beurre. Il est préférable d'utiliser du beurre qui est déjà tempéré. Puis si on met du beurre froid, ça va être plus long, évidemment, le temps que le beurre fonde. Et là, on va avoir du liquide qui va s'évaporer. Donc, en général, on conseille du beurre à la température de la pièce. Une fois que c'est bien bouillant et que le beurre est fondu, on rajoute notre farine d'un seul coup. On peut se retirer du feu pour ça. On brasse bien avec une cuillère de bois ou la maryse. On attend que ça forme une pâte bien homogène, qu'il n'y ait plus de grumeaux de farine. Et là, on va remettre notre casserole sur un feu moyen environ et on va brasser pendant peut-être 2 minutes. L'idée, c'est qu'on veut que la pâte se décolle bien de la casserole. On va voir qu'il y a de la vapeur qui s'échappe. C'est vraiment ça, c'est le dessèchement. On perd un peu d'humidité. Plus on fait des grosses quantités de pâte à choux, moins on a besoin de dessécher. C'est un peu contradictoire parce que justement, on a beaucoup d'évaporation, le temps de former la pâte. C'est tellement chaud que naturellement, elle se dessèche par elle-même. Mais on n'a pas besoin de brasser pendant 5 minutes. 1 à 2 minutes, c'est suffisant. Et là, par la suite, on peut transférer la pâte directement, soit dans un batteur sur socle. Et là, on va incorporer graduellement les œufs. Bien important de mettre les œufs un par un. Même, je dirais, ça vaut la peine de battre nos œufs et d'y aller en filet. Parce que souvent, même quand le premier œuf tombe, il a tendance à se promener dans le batteur, puis il y a de la misère à s'incorporer à la pâte, comme la pâte est assez épaisse. Donc, moi, je bats mes œufs vraiment et je les verse en filet dans ma pâte, dans le batteur sur socle. Puis, on veut une pâte qui va être brillante, qui va être légèrement coulante. Si vous voulez vraiment cuire vos choux tout de suite, vous pouvez faire refroidir votre pâte. Ça va être plus facile à dresser. Quand la pâte est encore tiède, c'est difficile de faire tendance à s'écraser un peu. Donc, on peut la laisser refroidir. Puis moi, je me pose toujours la question. Honnêtement, je garde rarement du beurre sur ma table pour qu'il soit température pièce. Fait que j'ai tendance à le sortir du frigo, à le faire fondre au micro-ondes. C'est correct ou c'est vraiment... Dans ce cas-ci, pour être fondu, on pourrait mettre le beurre fondu dans le liquide, ce serait parfait. Ce serait mieux ça que du beurre froid pour la pâte à choux. Donc, mais en effet, les températures en pâtisserie, c'est une étape importante que souvent, des fois, on passe par-dessus en disant « Ah, ça va fonctionner quand même », mais souvent, il y a beaucoup d'erreurs qui vont arriver à cause du beurre trop froid, du beurre trop chaud, justement. Donc c'est vraiment à surveiller quand c'est température. Oui, c'est important, les températures. Deuxième dessert, crème citron. Crème citron, j'ai toujours été un fan. Moi, j'adore les agrumes. J'adore l'acidité en général. Et j'ai toujours servi de la crème citron au resto sur le menu. Plusieurs manières. C'est tout le temps la même recette, mais on varie souvent les jus. Donc, la base, c'est avec du jus de citron. Donc, c'est une base de lemon curd, donc jus de citron, du sucre, des œufs et du beurre. Souvent, on ajoute un peu de gélatine pour soit la mouler ou la couler dans des contenants.
Après, on peut s'amuser à changer les jus d'agrumes. Au 400 coups, on avait une version qui était la version pour les cuisiniers, je dirais, c'est notre version gin tonic. Donc, on faisait la crème citron avec du jus de lime, donc c'est une crème lime, avec de la gelée de gin Hendrix, des petits dés de concombre, tout petits qu'on marinait dans un sirop de gin, de la coriandre, des meringues. Donc, mais c'est tout le temps la même recette de base. Des fois, je la fais avec du jus de yuzu. Là, je voulais la ramener à la boutique. Je voulais une crème citron qu'on pourrait vendre au comptoir. Mais encore là, j'avais le goût d'amener un peu l'expérience du restaurant, que les gens puissent l'amener à la maison, cette expérience-là. De ne pas juste arriver avec un dessert que tu sors de la boîte et qui est déjà... puis ça laisse ses limites quand même. C'est un dessert qui est dans un comptoir de pâtisserie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des textures qui vont se perdre, même si le dessert est là pendant 3 heures seulement au frigo. Après, lorsque les gens arrivent à la maison, tu ne sais pas, ils vont peut-être pas manger leur dessert dans les minutes qui vont suivre. Ça se peut qu'il y ait un repas, puis qu'ils vont le manger 4 heures plus tard. Donc, il y a des textures qui se perdent. Justement, des meringues, c'est dur de garder une meringue croquante pendant plusieurs heures. Donc, on a décidé de travailler justement avec des petits sacs qui venaient sur le côté pour permettre aux gens d'avoir des textures croquantes qui restent croquantes. Donc, c'est quelque chose que les gens peuvent acheter dans le comptoir. Donc, c'est une crème citron, mais qu'on a voulu encore là pousser un petit peu plus loin. Donc, on s'est dit, OK, on sait faire la crème citron, la crème lime, la crème yuzu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est une base assez neutre, la crème citron. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut l'infuser, s'amuser avec? On a fait des versions infusées avec du gingembre, infusées avec de la vanille. Et là, j'ai cherché une combinaison assez classique avec le citron, puis j'ai pensé à la camomille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de la camomille séchée, qu'on infuse dans le jus de citron. Donc, on commence avec une infusion de camomille, on fait chauffer notre jus. On pourrait le faire. Est-ce qu'on a une petite casserole? Ça sent bien. Donc, j'ai déjà préparé mon jus. Mais celui-là, en réalité, a déjà été infusé. Donc, on voit, il est un peu moins clair. Donc, j'ai porté mon jus à ébullition. Dans ma recette que j'ai ici, merci. Dans ma recette, j'ai besoin de 270 grammes de jus de citron. Donc, on part avec un peu plus de citron que ce qu'on a de besoin en réalité. Donc, j'ai 300 quelques grammes de jus de citron que j'ai porté à ébullition. J'ai retiré du feu. J'ai ajouté un bon 3 cuillères à soupe de camomille. Puis on fait une infusion. On retire du feu, on couvre, on laisse infuser 5 à 10 minutes. On veut une infusion assez forte de camomille, parce que là, après, on va rajouter du sucre, des œufs, du beurre, donc on va perdre en saveur. Mais surtout avec un jus qui sent vraiment super bon. Ça sent comme la tisane, bon, oui. Vraiment citron-camomille. Donc ça va être la base de notre crème citron. On va ajouter du sucre. On a des œufs, un petit peu de beurre. Le sucre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en mettre la moitié avec le jus, et on pourrait mettre l'autre moitié dans un cul de poule avec les œufs. Oui, c'est parfait. Donc, c'est une crème qui est bien acide. Donc, la lemon curd, la crème citron, son origine est pas mal en Angleterre. Souvent, par contre, là-bas, les recettes sont plutôt bien sucrées, un peu moins acides. Donc, souvent, on va la cuire au bain-marie. Par contre, le jus de citron a la même propriété un peu que la farine ou la fécule de maïs. En grande quantité, il va protéger nos œufs. Donc, cette recette-là, on peut la cuire directement sur le feu, on peut la faire bouillir, il n'y a pas de problème. Donc, on va déjà porter notre jus à ébullition. Tu veux dire qu'en fin de compte, ça ne caillera pas? Non, exactement. Les œufs, on ne risque pas de se retrouver avec des œufs brouillés là, à la fin, à cause justement que la crème est bien acide. Ça ne fonctionnerait pas avec toutes les recettes. Donc, si une recette demande d'être cuite au bain-marie, il vaut mieux la suivre. Mais avec celle-là, il n'y a pas de problème. Donc, le sucre que j'ai mis dans les œufs va juste aider à les défaire un peu. Habituellement, ce que je fais, le beurre, on va l'incorporer à la fin. Souvent, dans les recettes classiques, le beurre est cuit en même temps que le reste des ingrédients. Mais le fait de le mettre à la fin, c'est un peu comme un peu comme une mayo. Donc, le beurre va mieux s'émulsionner à la crème citron plutôt que vraiment fondre dans la crème. Ce que je fais habituellement, c'est que je me prends un contenant rebord élevé. Je mets mon beurre à la température de la pièce. Et là, je vais utiliser un mélangeur à immersion pour vraiment l'incorporer. Donc, dans le sac, ce qu'on a mis, c'est des petites meringues qu'on fait.
on passe sur une base de meringue suisse, donc des blancs, plus ou moins quantité égale de blanc et de sucre, qu'on va juste chauffer au bain-marie, vraiment que ce soit chaud au toucher, puis que le sucre soit bien, bien fondu. Ensuite, on va monter la meringue. Important, un bol propre. On ne veut pas monter la meringue non plus à maximum. Donc, une meringue va prendre plus de volume si on y va à vitesse moyenne. Une fois que la meringue est bien, bien montée, on la dresse avec une poche à pâtisserie sur une plaque. Nous, on a la chance d'avoir un déshydrateur, donc je les déshydrate pour qu'ils restent super blanches. Sinon, au four, température minimum. Et ce qu'on a fait, c'est juste avant des déshydrater, on les a saupoudrés avec du fenouil. Des graines de fenouil, c'est des graines de fenouil indien. Ceux-là viennent de Philippe de Vienne, là, on adore ses épices. On les a simplement moulus. C'est un fenouil qui est vraiment sucré au goût. Donc, on vient saupoudrer les graines de fenouil sur les meringues et on envoie au déshydrateur ou au four pour les rendre super croquantes. Et ici, donc on a coulé la crème citron camomille. Par-dessus, on voulait un autre petit clin d'œil, donc on s'est dit du miel. On reste dans l'esprit de notre citron camomille. On a fait une gelée de miel. On a pris un super bon miel. Moi, je suis un grand fan des miels d'anisette à Fermeneuve, qui fait du miel bio, qui est incroyable. Et là, on a pris son miel de menthe et tilleul, qui est hyper aromatique. On a fait une gelée. C'est simple, c'est une quantité d'eau, une quantité de miel, un tout petit peu de gélatine. Donc, une fois que notre crème citron était figée, on est venu couler la gelée de miel. Donc là, notre liquide est bouillant. On va venir tempérer les œufs avec notre jus de citron à la camomille. Donc, un peu comme si c'était une crème pâtissière ou une crème anglaise. On vient verser graduellement. C'est pas très compliqué. On remet dans la casserole. Et là, on cuit. On peut y aller à feu élevé, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on veut, c'est un bon bouillon, puis on veut brasser sans arrêt. Donc, on ne veut surtout pas se retrouver avec de la crème qui colle au fond. Si ça colle, mettons, on est foutu ou... Oui, ça risque de brûler assez rapidement. Il y a quand même une bonne quantité de sucre. Donc, ça peut vraiment se mettre à caraméliser, puis le goût ça va goûter le brûlé rapidement. Dès qu'on a un bouillon, moi, j'ajoute un peu de gélatine. Donc, pour les quantités qu'on a ici, je mettrai 2 feuilles de gélatine. Ensuite, je verse sur mon beurre, on émulsionne, puis on peut verser dans nos pots. On peut aussi la travailler à la poche à pâtisserie par la suite. On pourrait la verser dans un fond de tarte qui serait pré-cuit. Donc, ça nous fait notre base de crème citron. Donc, une fois que la crème était bien figée, j'ai coulé la gelée de miel. Sur le dessus, c'est une chantilly vanille, crème 35, qu'on vient légèrement trafiquer avec un petit peu de mascarpone. Donc, j'ai un 25 de mascarpone dans notre crème 35 pour y donner plus de consistance, de la vanille. Et sur le dessus, il y a des zestes de citron confit. Donc, c'est un dessert comme ça que les gens peuvent partir avec, l'amener à la maison avec le petit sac de meringues. Et juste avant de manger son dessert, on vient verser les meringues qui sont encore croquantes sur notre crème citron. Je vais arrêter ça. Je vais vous montrer la version restaurant. Donc, on est parti avec la même base. Donc, on a ces petits pots-là que les gens reçoivent avec le couvercle. Au fond, on a notre crème citron. On a coulé la gelée de miel par-dessus aussi. Et là, comme ces dernières, il y a la partie montage à la minute, puis c'est là qu'on peut plus s'amuser. Donc, on a quelques garnitures additionnelles qu'on va mettre sur notre crème citron. J'ai des suprêmes de pamplemousse que j'ai coupés en morceaux, qu'on a marinés dans un sirop léger. Donc, 2 parties d'eau pour une partie de sucre. Ici, il y a d'autres suprêmes de pamplemousse que j'ai mis encore dans notre ami le déshydrateur. Donc, ça nous fait des suprêmes de pamplemousse déshydratés qu'on va venir couper en petits morceaux, qui amènent vraiment une intensité de pamplemousse qui est super intéressante. On a les mêmes petites meringues. J'ai fait une crème vanille, en réalité, qui n'est pas une crème, mais c'est une base de ce qu'on appelle un fluide gel. Donc, c'est du lait, de la vanille, un peu de sucre, environ 10 %, puis de l'agar-agar. Donc, l'idée, c'est de faire une gelée qui est très, très ferme pour ensuite la blender. Donc, de se retrouver avec une texture qui est parfaitement tartinable, qui est super onctueuse, qui n'est pas coulante. C'est moins coulant qu'une crème anglaise. C'est très, très lisse. Donc, on va venir déposer simplement des points de crème vanille sur notre
gelée de miel. Je pense que les ventes d'agar-agar vont peut-être augmenter dans les prochains jours, là. C'est un produit vraiment intéressant. Nous, on travaille les deux. C'est pas, souvent, les gens demandent qu'est-ce qui est le mieux, la gélatine ou l'agar, mais c'est juste deux choses différentes. C'est deux gélifiants, mais ça s'arrête plus ou moins là. Après, c'est vrai, en effet, pour les végétaliens, c'est super intéressant, l'agar. On peut faire beaucoup de choses avec. Mais nous, on utilise les deux produits. Chacun a leur utilisation. Les deux donnent leur texture. Les deux sont très souvent intéressants utilisés ensemble parce qu'ils se complètent bien. Comment l'agar-agar ou... L'agar-agar donne une texture qui va être très friable. Il faut l'utiliser en petite quantité. Ça peut faire des gelées fermes, parfois désagréables. Des fois, dans le quartier chinois, on a des desserts gélifiés aux couleurs un peu étranges. Un peu trop fermes aussi. Souvent, il y a juste eu trop d'agar-agar. Donc, nous, on utilise une petite micro-balance pour peser notre agar qui va peser au dixième de gramme près. Parce que vraiment, si on met 1 gramme de plus d'agar, on va avoir une grosse différence au niveau de la texture. Et la gélatine en feuille ou en poudre, c'est d'origine animale. Donc, c'est une gélatine, par contre, qui est intéressante parce qu'elle a une belle élasticité, ce que l'agar n'a pas du tout. Donc, c'est deux produits intéressants. Les deux, après, n'ont pas la même réaction aussi. L'agar va figer à température beaucoup plus élevée, va résister à des températures plus élevées. Ce qui fait en bouche aussi, l'agar fond moins vite, ce qui explique un peu sa texture qui peut être granuleuse parfois. Parce que la gélatine animale en bouche fond rapidement. Donc, souvent, on utilise les deux, des fois, en petite quantité. On va chercher l'élasticité de la gélatine, puis le côté intéressant de l'agar qui permet des fois de faire des beaux cubes de gelée, d'avoir des textures qui vont se tenir, qui vont se démouler plus facilement aussi. Donc là, la crème vanille a été faite à l'agar, mais elle a été vraiment, comme on dit, super bien blendée, puis passée à l'étamine. On va rajouter des petits morceaux de pamplemousse pour la fraîcheur. On va couper un peu notre pamplemousse déshydraté. Ta réflexion, parce que je regarde ton dessert, on compte quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste 7, 8 ingrédients en supplément. Ton élaboration de tes plats. L'idée, c'est vraiment, on est parti sur c'est un dessert agrumes. Après, on s'amuse avec les textures. Pour moi, la combinaison de saveurs est comme super évidente. Citron, camomille, miel, c'est ça. Puis après, on bâtit là-dessus. Oui, il y a un peu de fenouil sur les meringues, mais c'est pas... ça amène juste une petite complexité qui est intéressante. C'est une saveur qui est complémentaire encore au citron, au miel. C'est pas quelque chose qu'on annonce sur le menu qu'il y a du fenouil non plus, de toute façon. Malgré qu'ici, on rajoute un autre élément. On a pris... on fait souvent des salades de fenouil, de bulbes de fenouil, puis on a toujours pris des branches de fenouil, puis on se demandait souvent quoi faire avec nos branches de fenouil. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vais les utiliser en pâtisserie. Donc, on les tranche finement et on verse un sirop citron sur nos branches de fenouil. Donc, 100 g de sucre, 100 g d'eau, 50 g de jus de citron. On verse le sirop chaud sur nos petites tranches de fenouil. C'est important qu'ils ne soient pas trop minces, l'épaisseur d'un 2 $. Et on les laisse reposer comme ça au frigo quelques heures. Donc, le fenouil devient légèrement translucide. Il devient sucré, surtout, puis acide. C'est génial pour garnir des salades de fruits. On s'entend, on ne mange pas un bol de branches de fenouil confit. Mais l'été, une belle salade de fraises. On vient déposer quelques petits morceaux de fenouil confit. Comme ça amène une texture, un petit côté acidulé, puis une saveur anisée, surtout, qui est vraiment intéressante. Et dans ce cas-ci, c'était doublement logique, comme nos meringues sont parfumées au fenouil. C'était logique d'avoir un peu de croquant et de saveur de fenouil. On avait du pamplemousse, on avait fait des suprêmes. Il nous reste des écorces de pamplemousse. On n'aime pas le gaspillage en cuisine. On a fait des écorces confites. Donc, on a pris nos pleurs. On a enlevé juste l'intérieur, mais dans ce cas-ci, on a vraiment laissé la partie blanche. On va faire comme des aiguillettes de pamplemousse. On a blanchi. Le pamplemousse est assez amer. J'ai blanchi 5 fois quand même. Donc, on part à l'eau froide. On met de l'eau froide, on donne un bouillon. On répète l'opération à chaque fois avec de l'eau froide. Une fois que le pamplemousse, l'écorce est super tendre, on peut la confire. Donc, on part sur un sirop léger qu'on va laisser réduire doucement. Feu très, très doux pendant quelques heures. Et j'ai mis un peu de jus de citron aussi pour que les écorces soient légèrement fruitées, acidulées.
On voit vraiment, là, c'est magnifique. C'est complètement translucide. On voit à travers le cube d'écorce de pamplemousse. On va venir en déposer quelques cubes sur notre dessert. Ça se conserve super bien, ça. Après, on pourrait les faire sécher aussi puis les tremper dans le chocolat pour se faire des petites aiguillettes de pamplemousse confit. Nos meringues. Petite meringue aux fenouil qu'on va venir déposer sur le dessus. L'idée, c'est de créer l'effet de surprise. Donc, j'aime quand on goûte un dessert qu'on ne comprenne pas tout de suite qu'est-ce qui va se passer. Et surtout, de plus en plus, j'aime obliger un peu les clients à goûter le dessert et à le manger comme je l'ai pensé. J'ai la chance de travailler souvent dans des cuisines ouvertes, des cuisines vitrées, des cuisines où les clients nous voyaient travailler. Et un des plaisirs qu'on a en tant que cuisinier, on travaille toute la journée super fort, c'est de garder les clients manger le dessert subtilement pour pas qu'ils se sentent observés. Mais et des fois, c'est choquant parce que tu fais un beau dessert, puis il y a eu la mode de chaque élément étendu un peu partout dans l'assiette, là. Et là, tu vois le client qui mange son sorbet fraise complètement, puis il n'a pas encore goûté à la tarte qui est supposée aller avec. Puis là, c'était non, ça va ensemble, là, ça ne marchera pas. Tu sais, le sorbet, il amenait le sucre pour aller sur la tarte. Donc, de plus en plus, je ne laisse pas le choix au client. Fait que non, c'est vrai. D'accord. Je réfléchis les desserts pour qu'il y ait presque une seule façon de les manger. Et dans ce cas-ci, oui, on pourrait manger les 5 meringues sur le dessus, mais on risque de passer au travers, de ramasser un peu de tout puis de le déguster. Puis c'est vraiment là qu'on va avoir l'esprit du dessert, qu'on va goûter le citron, la gelée de miel qui vient amener juste la touche de sucre nécessaire pour équilibrer l'acidité, les meringues croquantes, le pamplemousse. Et il n'y a pas une bouchée qui est pareille. C'est ça qui est génial, parce qu'un dessert, on ne veut pas que ce soit plate. Là. On veut que ce soit une fête en fin de repas. On veut qu'à chaque bouchée, on découvre quelque chose de différent. Et c'est vraiment ça un peu. On avait utilisé notre bulbe de fenouil pour notre salade, les branches. Il nous restait des pluches de fenouil. Pourquoi les jeter? On va venir garnir avec quelques petites pluches de fenouil. C'est vraiment pour le côté visuel, mais en même temps, il y a un lien, ça annonce ce qu'il y a dans le bol. Ça, ils sont simplement conservés avec t'as mis un linge petit humide? Papier humide, oui, pour qu'ils fassent le voyage Québec-Montréal. Hein. Et on couvre le dessert. Donc, quand les gens reçoivent la petite crème citron, le serveur découvre et... Magnifique. Très, très beau. Un petit peu, sur une échelle de 1 à 10, la complexité, on pourrait peut-être mettre un... Oui, mais ça, c'est vraiment plein de petites techniques simples qu'on a juste rassemblées. En effet, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses, mais on a essayé d'utiliser les produits de A à Z, d'utiliser des saveurs qui se combinent bien ensemble. Le but, c'est pas de choquer les clients non plus avec des... J'ai jamais été un fan de dessert avec des saveurs hyper provocantes. Oui, des fois, on aime se surprendre, c'est vrai, mais pour moi, un dessert doit avoir une histoire, doit être logique, les saveurs doivent être évidentes. Parfois, à la lecture du menu, c'est pas évident pour ceux qui vont le commander, mais pour moi, il y a toujours vraiment une réflexion logique. On parlait tantôt de la crème lime avec le concombre. Je suis un fan de gin Hendrix. Au restaurant, on était plusieurs fans de gin en cuisine, surtout le samedi après le dernier service de la semaine. Et le gin Hendrix, c'est un produit formidable. Et quand il est fait, il est infusé avec des pétales de rose et du concombre. Donc, il était tout à fait logique dans l'assiette de remettre des tout petits dés de concombre qui est un peu mariné, comme notre fenouil finalement, mais avec du gin, qui amenait une texture intéressante, qui amenait un peu d'eau. J'avais jamais pensé jusque-là mettre du concombre dans un dessert. Pour moi, c'était pas quelque chose que j'aurais fait. Mais là, il y avait une raison pour le faire, puis ça fonctionnait aussi en bouche surtout, là. Super. Y en a-tu qui avaient des questions, j'imagine? Oui, ici. Donc, on est tout près du marché Atwater, sur Notre-Dame. Donc, on est à 2 coins de rue du marché Patrice Pâtissier. Donc, on ne voulait pas l'appeler pâtisserie parce que c'est pas juste une pâtisserie finalement. Donc, c'est une école, c'est une boutique, c'est un bar à vin. Donc, on a décidé d'appeler ça
pâtissier, parce que c'est ce que je suis à la base, mais en effet, c'est un lieu qui sert à plusieurs choses en même temps. C'est un lieu d'échange aussi. La cuisine est vitrée, c'est pas pour rien, parce que j'aime rencontrer des clients, j'aime répondre aux questions. Moi, je suis passionné de ce que je fais, je suis super gourmand, j'aime le dessert, j'aime la cuisine, j'aime le vin. Donc, l'idée, c'était de réunir toutes mes passions dans un même lieu. Francis? Oui. Monsieur Demers, je suis une fan finie là, de votre émission. Je les ai tous regardés, je les ai tous essayés. Donc, je suis vraiment... Maintenant, je voulais savoir si vous avez un projet pour mettre tout ça sur DVD avec Canal Vie, parce qu'il n'y a plus de place sur mon vidéo. Oui, j'aimerais bien ça. En effet, il y a de la demande, mais il faudrait tout que vous fassiez des pressions sur Canal Vie, envoyer des lettres, des emails. Je suis capable, je vais en faire, mais je vais en acheter deux. OK. Mon autre question est personnelle. Sur les émissions que j'ai toutes essayées, j'ai tout réussi, sauf vos macarons. Voulez-vous m'attendre une minute? Je vais aller vous poser une question, s'il vous plaît. Certainement. Les macarons, c'est pas évident. C'est sûrement une des techniques les plus précises en pâtisserie, les moins évidentes. Et chaque four va varier un peu la technique. On a essayé pour l'émission de se baser sur un four de maison, mais après, on a fait d'autres tests dans d'autres fours, puis les variations étaient en effet, si on utilise un four à convection, un four qui n'est pas à convection, c'est pas toujours évident. Mais en effet, le macaron reste une recette vraiment pas évidente à maîtriser. Ce qui explique peut-être aussi, justement, l'intérêt que les gens ont pour les macarons, parce qu'il n'est pas évident d'en faire à la maison, donc c'est pour ça qu'on aime aller les acheter, finalement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a des personnes. On va partir une pétition, en effet, excellent. Donc, Patrice, je pense que je vais te remercier. C'est vraiment... Merci pour l'invitation. Super apprécié. Et vraiment, félicitations pour l'organisation de cet événement-là. Il n'y a rien de similaire à Montréal. Je sais qu'il y a du monde un peu jaloux qu'un événement attire autant. Merci. De voir autant de monde les billets sont vendus en quelques minutes, je pense, c'est assez impressionnant. Il y a sûrement du monde qui veut faire quelque chose de similaire à Montréal, mais qui ne serait peut-être pas capable de le faire. Donc, un gros félicitations pour, Merci beaucoup. pour ce bel événement-là. Merci. Merci encore.